Bonjour à tous. Merci d'être présents pour l'ouverture, 9h30. Avec un titre comme ça, je m'étais dit, ça va pas forcément attirer une foule énorme, mais bon, au final, il y a des gens qui sont mordus. J'espère que je ne vais pas vous décevoir du coup. On va parler de trucs assez sympas effectivement sur les IA multimodales, avec des retours d'expérience, expliquer un petit peu ce que c'est, et puis particulièrement avec des focus sur les sujets de data science multimodaux, avec des retours d'expérience industriels. Voilà. Alors, juste la page de pub, 1 minute. Donc moi, je fais partie d'Inetom. C'est une société de services, anciennement GFI. On a changé de nom il y a 2 ans. Moi, je suis à la direction de l'innovation. On a 7 Fab Labs, on fait de l'IA, de la VR. On a des autres talks que je vous invite à aller voir, qui sont sympas. Demain, il y en a un sur la transformation, l'analyse de plans 2D, sur de la computer vision, etc. Donc voilà. Et on fait des sujets d'innovation et de bout en bout. Donc on ne s'arrête pas à faire du POC, on fait de l'industrialisation, etc., etc. Mais ce n'est pas l'objet, j'avais dit 1 minute, ça suffit. Alors le multimodal. De quoi on parle exactement en termes de multimodal? Le multimodal, c'est super simple. Hein. Alors c'est un peu un... Ça sert à tout le multimodal. Dès qu'il y a un truc qui est un peu différent, où on mixe plusieurs canaux, des choses comme ça, on parle de multimodalité sur le transport, ça vient de là quand même. On parle de multimodalité maintenant pour l'IA. Et donc, avant de commencer sur le sujet multimodal, il faut savoir que dans le domaine du digital, on a globalement 4 types de données donc numériques. Je ne vous apprends rien, mais c'est juste remettre un peu les choses à plat. On a des données qui sont donc les nombres, tout ce qui est dans des tables de base de données, donc les datas tabulaires, on va dire, qui sont déjà en chiffres. On a les sons. Le son, c'est une data qui est un petit peu particulière, parce que c'est des séries temporelles avec des séries de fréquences. Donc pour les traiter, pour les analyser, notamment en IA, on va avoir pas mal de manipulations avant de pouvoir faire des opérations directes sur la data. Les mots sont très liés au son, parce qu'on a souvent en fait, la transformation de phonèmes en mots, donc le speech to text. Les mots, c'est le langage, cette série de lettres les unes derrière les autres qui forment des mots, qui veulent dire des choses, et l'ensemble de mots qui forment des phrases et qui veulent dire d'autres choses. C'est extrêmement compliqué, donc c'est un type de données très particulier dans le monde du numérique, typiquement réputé être non structuré, alors que c'est ultra structuré finalement, puisque c'est déjà régi par des grammaires, et ça fait belle lurette qu'on fait du natural language processing sans utiliser d'IA, parce que justement c'est une donnée qui est extrêmement structurée. Donc en tout cas, un autre domaine en termes de type de données. Et le troisième, c'est les images. Les images de 2D, voire 3D en nuage de points, quand on rajoute la notion de coordonnées. Une image, c'est quoi? C'est finalement une matrice de pixels, donc avec des poids de couleurs. Donc ça ne se traite absolument pas du tout pareil que les mots ou les sons ou les nombres directement dans des datas tabulaires. Une fois qu'on se dit ça, en fait c'est juste, vous le saviez, mais peut-être que ça n'avait jamais été reposé à plat. Et donc du coup le multimodal, qu'est-ce que c'est? Le multimodal, ça va être le fait de manipuler plusieurs types de données au sein d'un même modèle ou d'un même pipeline, on va dire. Pipeline, c'est-à-dire un ensemble d'opérations qui se suivent sur une séquence pour traiter la data, à l'intérieur de laquelle il va y avoir des appels à 1, 2, N IA, modèles à l'intérieur, qui vont opérer des tâches sur ces datas. Donc il va y avoir plein de cas de multimodaux. On va pouvoir avoir des datas tabulaires qui vont être transformées en images, et puis qui on va retransformer en data tabulaires. Ça peut paraître étrange, mais en fait ça se fait, et on va voir pourquoi, et avec un exemple très concret après. On peut avoir des ajouts, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple du son et de la data tabulaire. Par exemple, ça c'est typiquement ce que nous on appelle le voice labeling, quand vous voulez taguer une data avec de la voix. Alors, c'est pas des cas qui sont très répandus, mais quand on fait de la data capture, par exemple, sur de la mobilité, nous, on a des systèmes qui nous permettent de taguer des événements quand on est en train de bouger avec des smartphones ou des choses comme ça. Et puis un autre exemple, en fait, on peut ajouter à de l'image, du texte, pour tout ce qui va être notamment la légende, c'est-à-dire la description textuelle. On va avoir des exemples après. Voilà, donc c'est ça typiquement le multimodal. Et on a de plus en plus de cas d'utilisation, puisqu'on arrive quand même à une maturité maintenant,
au niveau de l'intelligence artificielle qui est assez importante. Donc on a été, la plupart des cas d'utilisation sont monotypes de données. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait du clustering sur de la data tabulaire pour voir les regroupements de similarités ou alors de la corrélation sur des logs, par exemple, d'alarme dans une usine ou des choses comme ça, on ne mélange pas la data. Mais de plus en plus, on est amené à devoir mélanger la data, soit parce qu'on a plusieurs types de data au départ, soit parce qu'on va le faire sciemment, c'est-à-dire qu'on va transformer la data au milieu d'un pipeline. Alors, des exemples concrets de modèles multimodaux. Le truc le plus évident que vous connaissez tous et depuis très longtemps, bah oui, le speech-to-text est un modèle multimodal. En fait, on rentre un son, ça sort du texte. Bah voilà. Donc ça, c'est typiquement la structure d'un modèle multimodal. Et à l'inverse, bah, le text-to-speech, bah, c'est un modèle multimodal de fait, puisqu'on rentre du texte, ça sort du son. Voilà. Donc ça, soit, en fait, derrière, on parle souvent d'avoir des modèles multimodaux, mais en fait, la plupart du temps, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a un pipeline qui se cache derrière l'action. C'est-à-dire que finalement, il va y avoir plusieurs modèles qui vont être appelés les uns derrière les autres pour faire l'opération complète. C'est assez rare les modèles multimodaux. On va en voir sur les sujets d'images. Alors, d'autres exemples, justement. Là, on va se retrouver avec des vrais modèles multimodaux où, alors, je vais considérer que tout le monde est un peu à niveau en IA. Si jamais il y a des questions, on en reparlera à la fin. Mais là, vous avez deux latent space, en fait, pour ce genre de modèle-là. Un latent space pour la partie image et un latent space pour la partie texte. Et les deux sont synchronisés pour être au sein du même modèle. Image to text, c'est c'est pas de la labellisation, c'est de je sais pas comment on dit, la légendarisation. C'est un néologisme de 8h30, de 9h30, pardon, au CIDO. Comment décrire automatiquement une image? C'est-à-dire que ce qu'il a décrit textuellement en disant, pour pouvoir faire derrière, principalement du search, c'est une sorte d'hyper-labellisation. Il y a des choses, ça a commencé pas mal avec la météo. Je ne sais pas s'il y avait des use cases, mais au tout début des légendarisations automatiques, non, le terme ne sort pas très bien, la création de légendes automatiques était faite pour dire, voilà, sur la photo, il fait beau, il pleut, il neige, etc. etc. Parce que c'était relativement facile en termes justement de labellisation et de création de ce fameux latent space textuel. Donc image to text, on prend une image et le système sort une information. Donc finalement c'est une synthétique data, si on veut bien, parce que c'est la création d'une nouvelle data qui est l'explication de la description de ce qu'il y a sur l'image. Et aujourd'hui on voit sortir l'inverse. Vous avez tous été au courant, je pense, peut-être ou pas, de la sortie cumulée. Je ne sais pas, c'est assez marrant parce que quand il y a un modèle qui sort qui est un peu nouveau, 15 jours après, il y a un autre modèle qui fait la même chose, d'un autre lab, et on se dit, mais en fait, les deux, ils bossaient en même temps sur le truc. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez DALL-E, DALL-E, D-A-L-L-E, qui a eu sa version 2 il y a quelques mois, qui a fait beaucoup de bruit, dans le sens où, en fait, c'était un système où on va écrire une description sommaire, et le système va générer l'image correspondante. Alors c'est assez bluffant, si vous ne connaissez pas, DALL-E, D-A-L-L-E, c'est assez bluffant. Il y en a d'autres, Midjourney, il y a Disco Discovery, etc., etc. Ça sort des choses assez étonnantes. Ça, c'est principalement du Midjourney. Donc en fait, aucune de ces infographies, de ces créations artistiques n'a été créée par un humain sur Photoshop ou sur n'importe quel outil pas de design, mais de peinture numérique. Ce sont des créations issues de modèles génératifs d'images haute résolution avec à la base une description. C'est-à-dire que voilà, c'est je voudrais, alors on décrit un opéra, je ne sais pas quel est le quote de ce truc-là, mais ça pourrait être un opéra avec des canaux, Venise, style Napoléon III. Voilà. Et le système sort réellement ce type d'image. Donc là, on est mécaniquement sur du multimodal intrinsèque. Alors, au point où,
ça a posé énormément de sujets, hein, de problématiques, puisque il y a 3 semaines, je crois, un truc comme ça, il y a eu un concours d'artistes numériques, et il y a un petit malin qui a proposé une image générée par Dali, ou je crois que c'était Midjourney, et au Colorado, et il a gagné. Bon, voilà, je vous laisse, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on va revenir sur des sujets beaucoup plus concrets, beaucoup plus terrain, mais là on est à l'aube de quelque chose d'assez révolutionnaire au niveau de la créa artistique, dans le sens où ça pose des tonnes de problèmes sur la propriété intellectuelle et tout ce que vous voulez derrière, mais on est à l'aube d'une révolution assez intéressante. Honnêtement, d'un point de vue purement B2B, pragmatique, notre vie de tous les jours, un peu en mode industrie ou service, etc., je ne vois pas encore l'utilité de ce genre de technologie, à part un effet waouh incroyable, mais il doit y avoir des moyens, puisque c'est la technologie qui va être importante, d'avoir ce modèle multimodal, d'avoir et du texte et de l'image en même temps, pour pouvoir créer, peut-être demain, qui sait, imaginez, je voudrais créer un défaut de type rayure sur de l'acier. Imaginez un truc comme ça, pour pouvoir générer des datasets, pour aller faire de manière automatique. Bon, je ne sais pas si c'est pour pouvoir faire de la détection de défauts, évidemment. Je ne sais pas si ça sera possible un jour. Est-ce que c'est économiquement intéressant, intelligent par rapport à prendre des photos de défauts existants et puis aller faire du fusion learning, des choses comme ça. Je ne sais pas en tout cas, mais ça, vous êtes sur typiquement le genre de modèle multimodaux à la mode et qui est carrément bluffant, voilà, en termes de résultats. Alors, après, on va avoir des modèles ou des pipelines multimodaux avec un type de data au service d'un autre type. Par exemple, le langage au service de la computer vision. Les transformers. Alors bon, c'est pas ceux-là, hein, les transformers. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu moins sexy. C'est plus ça comme modèle. Les transformers, c'est un type de, pour ceux qui connaissent pas, c'est un type de, une famille de modèles qui a transformé, révolutionné totalement le monde du langage, qui était régi, on va dire, jusqu'à il y a 3 ans. Exclusivement quasiment par des LSTM et des choses comme ça, sur des séries temporelles de mots, hein, pour faire de la compréhension dans le langage, et puis des notions de proche voisin, de bag of word, etc. Les transformers, c'est un truc qui a été sorti, je ne sais plus en quelle année, mais BERT, c'est Google qui l'a sorti. Il y a eu tout un tas de séries derrière, notamment les GPT, pour ceux qui connaissent, qui arrivent à générer du texte maintenant avec un niveau de vraisemblance extrêmement élevé, et de cohérence sémantique qui fait même assez flipper, puisqu'il y a eu des tests sur des créations d'articles, par exemple. Il y a eu des sites, à la sortie de GPT-2, il y a des sites qui généraient des articles sur un peu de la news, que le système allait lire, et puis ils étaient signés, et au bout de 2 mois, le site a dit, en fait, vous savez, tous les articles que vous lisez, ils n'ont pas été écrits par un humain, ils ont été créés par GPT-2. Pourquoi je parle des transformers? Parce que c'est au départ un mécanisme à l'intérieur qui s'appelle les attentions, qui est exclusivement prévu pour le langage. C'est vraiment fait et ça a vraiment été pensé pour traiter la data de type langage, c'est-à-dire des séries de mots. Et aujourd'hui, en fait, il y a un papier qui est sorti, donc les Visual Transformers, il y a un papier qui est sorti en 2021, donc l'année dernière, qui est tout neuf, et le propos c'est de dire, finalement, une image, c'est une série de 16 mots. 16 mots étant finalement le découpage, il y a une opération de découpage et d'embedding, on va dire de transformation vectorielle de l'image, pour faire croire, entre guillemets, à un système de type transformer qu'il a en face de lui, non pas des morceaux d'image, mais des mots. Et on arrive avec ce type de système-là à avoir des résultats extrêmement performants, finalement en transformant l'image. Alors on ne le transforme pas en mots, mais mathématiquement, ça revient à peu près à la même chose. Et donc, on a une descente de tout le savoir-faire qu'a accumulé les transformers au niveau du langage, qui commence à s'ouvrir au niveau de l'image. Donc, potentiellement, une révolution intéressante au niveau des classifications, des détections, qui aujourd'hui sont basées à 100% sur de la convolution, et qui permettent... Alors, il y a un papier qui est sorti il y a 3 semaines, je crois, qui disait « Convolution is not dead ». Et puis, donc là, il va y avoir une espèce de guerre maintenant entre le parti des convolutionnistes, on va dire ça comme ça, et le parti des transformeristes. Ouais. Mais en tout cas, c'est super intéressant parce que là, on est vraiment sur une émulation en termes de qui va mener mécaniquement
C'est un peu comme un système de concurrence. Alors on espère que ce sera une concurrence avec un cercle vertueux, parce que ça peut nous ouvrir. C'est la clé de tout ça. Pourquoi suivre ça et puis pourquoi se prendre la tête sur ces sujets-là qui sont tout nouveaux, qui n'ont finalement jamais été trop testés dans la vraie vie? En fait, c'est de permettre peut-être de gérer des cas d'usage qui ne pouvaient pas être gérés avant pour des raisons de ROI, parce que il y a plein de cas où l'IA pourrait être intéressante, mais finalement le fait de récupérer des data, le fait de faire des expérimentations avec ça, le tout cumulé n'est plus forcément très intéressant. Il y a plein de cas où le ROI n'est pas encore là. Alors qu'en fait, avec de nouvelles technologies, on peut espérer ouvrir encore le champ des possibles et aller traiter de plus en plus de cas d'utilisation qui n'étaient pas adressables hier, notamment entre faisabilité et ROI. Donc là, si on regarde un peu le multimodal pour des projets de data science, un peu plus spécifiquement, alors, on a la data science au service de la computer vision. Ça, c'est un peu, on va revenir sur du modèle CNN. Alors, il y a un peu une guerre, la guerre des classifieurs. La classification de la data existe depuis super longtemps avec le machine learning. Il y a plein de manières de faire de la classification quand on fait du machine learning sur de la data tabulaire. Il y a plein de modèles, il y a plein de types. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, sur des random forests un peu boostés, entre XGBoost et l'IGPM, pour qui ça parle, on a sur des super performances, sur de la data tabulaire. Et en face, il y a quand même le deep learning qui vient avec les réseaux de neurones. Et donc, le data scientist, alors les anciens data scientists disent, non, franchement, sortir tes réseaux de neurones pour ton truc, ça sert à rien. Moi, je fais du XGBoost, ça va 10 fois plus vite. Et puis en plus, si je voulais encore aller mieux, je ferais du LGPM. Et puis l'autre, il fait, ouais, mais moi j'ai un réseau de neurones, et puis il y a 12 couches, et puis c'est mieux. Bon, c'est un peu la guerre. Le fait est que, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, en les mixant, on arrive à encore faire mieux. Parce que l'idée, c'est toujours la même chose. On dit, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Sauf que là, quand on fait de l'IA, ceux qui ont été confrontés à des projets d'IA, il y a des moments où on va gratter les 0,4% d'accuracy, un fin score, on gratte un peu, et pour améliorer les modèles et pour réussir à ce qu'ils soient valables et utilisables, on va aller gratter et on va être obligé d'aller toujours vers plus de performance, toujours vers plus d'efficacité. Et ça, c'est un moyen tout bête. Vous avez là, classiquement, j'espère que vous êtes aware, parce que là, bon bref. Vous avez classiquement un CNN, donc avec les couches de convolution, et à chaque fois, tous les modèles qui existent en convolution, ils finissent toujours par cette petite couche de fully connected qu'on ne change jamais en plus, qui est le classifieur. C'est le classifieur. Donc en fait, ici, on a toutes les couches d'embedding qui permettent d'avoir un super latent vector. Ça, c'est super important. Et tout le monde travaille sur cette partie-là. Et à la fin, on met 2-3 couches de classification, puis ça passe. En fait, l'idée, c'est de se dire, après tout, si on découpait ça et qu'on mettait le LightGBM là, après tout, ça, c'est une data tabulaire, c'est un gros vecteur, c'est une data tabulaire. Et rien qu'en faisant ça, on améliore les résultats. Et on va gratter quelques pourcentages de qualité globale. Voilà. Donc, essayez, pour ceux qui manipulent. Ou parlez-en à votre partenaire, ou venez nous voir. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc. Après, il y a un peu plus compliqué. La computer vision au service de la data science. Donc là, on va passer un tout petit peu plus de temps sur cet exemple-là. Le sujet, c'est comment on peut potentiellement prédire la localisation en 3 dimensions d'une ou plusieurs sources de radioactivité à partir uniquement de quelques données éparses de mesures de radiation dans l'espace dans lequel il y a la source. Et en plus, sans avoir à disposition ces fameuses données de mesure. Donc vous voyez, admettons, on est dans la salle, et puis il y a quelque part, il y a une source de radiation, et il faut qu'on sache où elle est, pour être plus efficace, pour aller potentiellement la traiter. Est-ce que l'IA peut aider à faire ça? Alors, comment on peut adresser ce genre de truc? Comment on a fait? Déjà, il y a plein de scénarios et on va créer une data factory. Ça, c'est un truc, on fait beaucoup ça, nous. On crée des data factory. C'est quoi un dataset factory, pardon? Des scénarios, c'est, en fait, il peut y avoir plein de cas de position
Voilà, où est la source? Elle est là, puis elle est là, elle est là. Il peut y avoir des cas avec la forme, donc la puissance de radiation. Il peut y avoir des multisources, il y a plusieurs sources, etc. Et donc les champs de radiation générés dans la salle vont être très différents en fonction de la position de la source, évidemment, ou du nombre de sources, puisqu'il va y avoir des cumuls de radiation, etc. etc. Et donc, pour pouvoir simuler, finalement, avoir de la data, puisqu'on n'a pas accès à de la source réelle, on va créer de la synthétique data, pas avec de l'IA, de manière très déterministe, entre guillemets. On va prendre la génération grâce aux lois de la physique, puisqu'il y a des Dieu merci pour ce sujet-là, le système de la radiation est complètement géré de manière certaine par les lois de la physique, et donc il y a des simulateurs de radiation qui nous permettent de générer des scénarios. On dit, en fait, moi je voudrais mettre une source ici et une source là-bas. Voilà, monsieur le simulateur de radiation, génère-moi tous les points sur un maillage de 4 cm. Génère-moi tous les points, tous les 4 cm dans mon espace 4 3D de ce que sera la radiation théorique à cause de ces deux sources-là. Et puis on peut aller plus loin parce qu'on peut mettre des obstacles, et tout ça est régi avec, donc, on a une vérité terrain qui est générée par un simulateur. Sur cette vérité terrain, on va faire des extractions pour faire des échantillons, c'est-à-dire comme s'il y avait eu des mesures éparses parmi la vérité terrain. Et sur cet échantillon, on va packager, en fait, regrouper des échantillons pour créer des datasets. Donc là, on va avoir à disposition des datasets de comme si on avait pris des mesures au hasard dans un espace sur lequel il y a un scénario de position de radiation. Ça va? 10h moins 15, 10h moins 10, tout le monde suit encore? Ça va? Bon. Ces datasets vont nous permettre de pouvoir aller faire des entraînements, des choses comme ça. Donc l'idée, encore une fois, c'est où se trouve la source, les sources, dans mon espace en n'ayant que quelques points de mesure. Donc il faut que je reproduise finalement, quelque part, l'ensemble pour retrouver la source. C'est ce qu'on a fait. On prend des échantillons de mesure, et puis on va entraîner un modèle à prédire l'intégralité de l'ensemble des autres mesures théoriques qu'il y aurait eu grâce... Non. Latence. Ah, alors voilà. Ah, alors. Oula. Bon, ok. Si je reviens. Ouais, voilà. On a nos datasets, et ces datasets ont été construits pour pouvoir faire cette prédiction. C'est-à-dire qu'on prend un échantillon de mesure, n'importe lequel, et grâce à tout l'ensemble de la dataset factory qu'on a pris, on est en mesure de reproduire la vérité terrain qu'on a générée avec le simulateur. Bon, jusque-là, c'est pas forcément extraordinaire, parce que on se mord un peu la queue, vu qu'on avait déjà cette vérité terrain, mais le but, justement, c'est de recréer de la vérité terrain, pour tous les cas de figure. C'est-à-dire, lorsqu'on aura un échantillon de mesure, on sera en mesure terrain, on sera en mesure de régénérer la vérité terrain, et cette vérité terrain, maintenant qu'on a un cube avec des voxels de X centimètres, dans laquelle il y a une source quelque part, ou des sources, maintenant, c'est retrouver les sources là-dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer cet ensemble de matrices de points de radiation théorique, on va écraser avec une fonction normale l'ensemble des datas, des points, et on va la transformer en images. On écrase et on transforme les valeurs en niveau de gris sur une image multimodale. On transforme la data tabulaire en image. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, c'est hyper plus simple de travailler sur une image, c'est extrêmement plus rapide, les inférences sont immensément plus rapides, et c'est beaucoup plus simple pour la suite. On va donc avoir une résolution d'image qui dépend directement de l'intervalle de prédiction, le fameux voxel. Si on fait une prédiction tous les 10 cm, on aura une grosse image avec des gros pixels. Si on fait une prédiction tous les 4 mm, on aura une truc très fine. Sauf que d'un point de vue théorique, physique, on ne peut pas trop descendre en dessous du 3 cm à peu près. Donc on va avoir une image qui va être plutôt pas mal, et on va utiliser un autre modèle pour affiner de manière totalement artificielle cette image, en utilisant de la super resolution. Mais qu'est-ce que c'est que la super resolution? La super resolution, c'est un système de modèles génératif qui permet de faire des sortes d'interpolations pour améliorer la résolution, mais pas des interpolations déterministes, enfin,
genre filtre Photoshop, quoi, des interpolations avec de l'IA. Ça sert à améliorer la qualité des images d'une manière générale. C'est beaucoup utilisé pour la restauration automatisée. Et là, vous avez peut-être vu ce fameux truc il y a 2 ans. Donc la restauration d'un des premiers films, donc l'entrée du train dans la gare de la Ciotat, qui est passé d'un 640-400 à 16 fps à un 4 kg à 60 fps, avec des résultats totalement bluffants, sachant qu'il n'y a eu aucune intervention humaine pour aller lisser, nettoyer, améliorer, etc. C'est l'IA qui a généré l'intégralité des frames de cette vidéo et rendre complètement incroyable le résultat. Et cette technologie, donc avec des modèles génératifs, permet donc, en théorie, et pas qu'en théorie, d'améliorer la résolution. Alors ça sert à d'autres trucs, ça sert à des choses intéressantes. Par exemple, nous on l'utilise pour améliorer la qualité d'image, notamment en amont de l'OCR. Les OCR, en fait, ils sont devenus vraiment, vraiment forts. Ça, c'est améliorer la qualité d'un OCR, là, pour le coup, pour gratter quelques pourcentages, il faut... non, c'est pas la peine. Il marche très, très bien. Quand il marche pas bien, c'est en général parce que la qualité de l'image en amont n'est pas très bonne. Donc, si on peut améliorer la qualité d'une image de manière un peu artificielle avant de le passer dans l'OCR, en fait, c'est ce qui se passe. Et puis le truc, c'est que ça se voit pas du tout à l'œil, quoi. On a des résultats qui sont mitigés sur une première version. Et quand on passe de la Super Resolution, on se retrouve à avoir toute la bande MRZ, le machin, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on bosse aussi. Et donc ça, c'est typiquement la Super Resolution. La Super Resolution au service du sujet que je venais vous dire tout à l'heure. Donc là, rappelez-vous, on a eu les prédictions de l'ensemble des radiations dans la salle. Donc on a la vérité. Et là-dedans se cachent les sources. On a décidé d'écraser toutes ces datas et la transformer en image. Et on va donc la passer dans une Super Resolution pour améliorer la résolution de l'image. C'est-à-dire qu'en fait, on va réduire l'espace théorique de la prédiction des radiations en centimètres. Ça revient à ça. Donc on passe par exemple de 4 cm ou 3 cm à moins d'1 cm ou 1 cm. Voilà. Grâce à ça. Donc c'est encore théorique puisque la data de radiation a disparu. C'est devenu une image. Sauf que maintenant qu'on a une image, on peut faire des tas de trucs qu'on fait sur les images. Des trucs super faciles, avec du seuillage. Et là, il n'y a plus d'IA. Il n'y a plus d'IA. Il y a tellement plus d'IA qu'il n'y a pas de... voilà. On fait de l'OpenCV classique, et puis on fait du seuillage pour aller déterminer les zones qui sont les plus sombres, avec de la localisation d'extrême. Et là, en fait, ça marche super bien, parce que c'est extrêmement simple, c'est basique. C'est pour ça qu'on va faire cette action explicite de multimodalité à transformer de la data, parce que là, on trouve beaucoup plus simplement la localisation XY, puis après, hop, on fait un peu de data engineering, et on va se retrouver avec l'extrême sur le Z. Et là, comme on s'en fout, si on veut, dans ce cas-là, d'avoir la valeur de la radiation à des endroits, c'est la localisation qui nous intéresse, X, Y, Z. Donc les valeurs, on peut les manipuler comme on veut. C'est pour ça que la transformation de l'image, de la radiation pardon, en image, et cette perte d'information finalement fonctionnelle, puisqu'on a perdu la valeur de la radiation, on pourrait la remonter, mais avec la Super Resolution, etc., bon, on se méfie. Par contre, la localisation, elle est toujours disponible, et comme ça, on peut facilement remonter cette information. Data tabulaire, image, data tabulaire. Sachant qu'une coordonnée, c'est une data tabulaire. Donc on avait les data tabulaires plutôt de radiation plus coordonnées, et on se retrouve avec les coordonnées des sources théoriques de la radiation qui correspond à l'échantillonnage. Comme il est 10 h et que maintenant vous êtes réveillés, je vais aller un tout petit peu plus loin, parce qu'on peut sauter des étapes. Alors là, c'est ultra exploratoire. Autant ça marche bien, puis on l'a fait dans d'autres cas. On est juste là, si vous voulez après discuter. On l'a fait dans d'autres cas. Donc, data, image, data, voire image, data. Bon, voilà, on fait. Surtout pour le few shot learning, je ne sais pas si ça vous parle, mais le few shot learning marche beaucoup, beaucoup mieux avec des images qu'avec de la data tabulaire. Donc, du coup, il est intéressant de transformer de la data tabulaire, enfin, marche aujourd'hui, à date, parce que ça change tellement. C'est beaucoup plus simple.
Donc à date, c'est plus simple de transformer une data en image pour aller faire du few shot learning pour faire de la classification que de travailler directement sur la data tabulaire. On peut aller plus loin. On prend nos échantillons. Rappelez-vous, les échantillons, on avait un modèle de prédiction qui générait l'ensemble de toutes les radiations théoriques à un espace de 4 cm avec un modèle de prédiction. Et c'était ça qu'on faisait en transformer en image. Et ça. En fait, on peut directement sur cette image faire ce qu'on a fait sur l'image avec l'ensemble des datas. Sauf qu'on écrase, on crée une image, et en plus, on sous-échantillonne. C'est-à-dire qu'ici, on va se retrouver, non pas avec une image complète, parce qu'il y a des points, il n'y a pas tous les points, hein, donc il y a des trous. Et en plus, on va réduire le nombre de points qu'on a potentiellement dans l'échantillon pour se limiter à 64 pixels, donc 64 mesures issues de l'échantillon. Et là-dessus, on va faire passer ça dans un sirène. Bon, qu'est-ce que c'est un sirène? Alors un sirène, c'est chaud à 10 heures, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Un sirène, c'est un papier qui est sorti en 2020. C'est très très spécifique. Ça fait partie de la famille des représentations implicites. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faut savoir qu'avec des super formules mathématiques extraordinaires de l'os, et surtout le remplacement, pour ceux à qui ça parle, le remplacement des fonctions d'activation type relu, sigmoïde, etc., par une fonction sinusoïdale, il s'avère que ça permet de faire de l'inpainting immensément plus efficacement qu'avec un réseau de neurones normal. Là, je suis sûr que j'ai perdu la moitié de... Mais qu'est-ce que c'est l'inpainting? L'inpainting, c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire la prédiction d'une image complète à partir d'un échantillon parcellaire de l'image. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on veut, nous. Nous, on veut, parce qu'on n'a que quelques images, que quelques pixels, pardon. On n'a que quelques pixels. On veut régénérer l'image ground truth. Cette image qui nous permettra de détecter les sources avec juste de l'OpenCV. Et il s'avère que, eh ben en fait, ça marche. C'est à deux doigts de l'ésotérisme, franchement. Donc comment ça marche globalement? C'est extrêmement simple. C'est des tout petits réseaux. Il y a 2-3 couches maximum. C'est bluffant. On rentre une coordonnée. Donc ça veut dire qu'il a été entraîné, enfin il a cette information au départ, et on va rentrer les coordonnées de ce qui est blanc, et il va faire une prédiction sur la couleur de cette coordonnée. Et donc, abracadabra, hop, sirène, entraînement du sirène, et paf, génération du reste de l'image, imprinting du reste de la data de radiation. Alors, sauf que ça ne marche pas avec des data tabulaires, puisque c'est... Enfin, après, on peut dire, oui, mais des pixels, finalement, c'est de la data tabulaire. Oui, à un moment ou à un autre, de toute façon, quand on rentre dans des réseaux de l'IA, et à un moment, c'est plus que de la data tabulaire, certes. Mais là, en fait, les sirènes fonctionnent avec ces histoires de coordonnées et de couleurs de pixels. Donc, il faut passer par un système d'images. Donc, encore une fois, on est sur de la data tabulaire. On transforme en image, on utilise les sirènes, on régénère l'image. Ça, c'est une vraie image. Et ça, c'est le vrai ground truth. C'est des vrais sur lesquels on a bossé. Et puis là, une fois qu'on a ça, rebelote. Hein. Alors, en fait, seuillage, machin, etc. Et puis on retrouve les fameuses sources, on retrouve le Z, et ça marche. Voilà. Donc, exemple de multimodalité un petit peu complexe. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement réfléchir multimodal quand on est un use case, parce que c'est pas la peine non plus de sortir des trucs, s'il faut aller straight to the point. Hein. Déjà, quand on fait de l'IA, je répète, chaque fois je le dis, quand on commence à vouloir faire de l'IA, le premier truc à faire, c'est vérifier qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire tout faire pour ne pas en faire. Là, c'est la règle générale. Hein. Je le répète à chaque fois que j'en dis. Je suis Global Practice Manager. Hein. C'est moi qui dois promouvoir l'IA chez Inetum. Et le premier truc qu'on fait quand on voit un client, c'est oui, vous allez faire de l'IA, on va déjà voir si on peut éviter d'en faire. Si on ne peut pas faire autrement et que le use case vaut le coup, entre guillemets, alors ok, on réfléchit à y aller, mais pas avant. Et quand on veut faire du multimodal, c'est quand on est dans des cas super complexes où on se dit, là, on va avoir du mal, ou alors la projection ou les premiers résultats
avec une stratégie ne donne pas de bons résultats, justement. Et donc, on réfléchit à pivoter, potentiellement, à ce genre de cas complexes. Alors là, je lui ai donné des cas vraiment complexes, quoi. Donc, voilà, c'était un peu le propos. Pour finir, s'il me reste 10 minutes, je crois, c'est ça, hein, 10 minutes, hein, c'est l'écart. Ouais, ok. Bon, allez, j'y vais. Data science au service du langage. Alors ça, c'est un truc assez marrant aussi. Alors, on quitte un peu le domaine de l'industrie, désolé. Mais c'est intéressant parce que là, c'est le contraire. C'est la data science qui va venir aider un domaine qui n'a rien à voir. Le paraphrasage, ça sonne pas super bien. Paraphrasing, c'est en anglais. Bon, ouais, bon. C'est quoi le paraphrasage? C'est un système extraordinaire dans lequel, en fait, on entraîne des IA génératrices de texte, où on rentre une phrase et ça sort une autre phrase. Et en fait, il faut que ça sorte une autre phrase, mais qui soit comme la phrase d'avant, avec le même sens, mais pas les mêmes mots, etc. Et c'est pas juste remplacer avec des synonymes, quoi. Alors me dire, ouais, super, à quoi ça sert? Alors effectivement, c'est un gros sujet d'accélération au niveau de l'entraînement des bots. Le sujet d'un entraînement d'un bot, c'est qu'on a une utérance, la phrase de référence, et pour générer ce flou sémantique de compréhension et de généralisation de l'intention qui est liée à cette utérance, on va rentrer, la phrase de référence, on va rentrer des utérances, c'est-à-dire des paraphrases. Comment je fais pour exprimer le fait que je veux un billet de train et aller à Orléans? Il y a plein de manières de le faire. Il y a des problématiques de niveau de vocabulaire, il y a des problématiques de formalisation de phrases, il y a des problématiques de passif, d'actif, en français en tout cas, et chaque langue va être différente. N'empêche que l'idée de si on avait un système qui était capable de générer ces paraphrases automatiquement, on gagnerait énormément de temps dans l'apprentissage de nouveaux domaines pour les chatbots. Et puis ça sert aussi à se faire des dataset factory quand on veut travailler sur des modèles de langage. Encore une fois, on est très dataset factory et synthetic data, on aime bien ces domaines-là. Donc paraphrase, une phrase, autre phrase, ok? C'est intéressant. Par contre, quand on fait de la synthétique data, la problématique, c'est pas tellement de la générer, la data, c'est qu'il faut qu'elle soit comme on veut. Et ça, déjà, c'est un petit peu plus compliqué, parce que le système, alors il y a plusieurs manières de faire ça. On utilise des T5, on utilise d'autres transformers, on a plusieurs types de faire. On a des approches déterministes aussi. Il y a des systèmes de traduction aussi, pour ceux qui s'intéressent à la paraphrase, c'est assez intéressant. C'est que quand on passe par au moins 2 langues, en fait, on génère mécaniquement une paraphrase. C'est-à-dire que vous parliez du français, vous transformez ça en polonais, le polonais, vous le mettez en espagnol, l'espagnol, vous revenez en français, c'est plus la même phrase. C'est un moyen de faire une paraphrase. Et normalement, si les systèmes de traduction sont bons, ça n'a pas trop perdu le sens de la phrase. Bref, on a un système, on met une phrase et ça gère des autres manières de le dire. La problématique, encore une fois, comme je dis, ça c'est pas très compliqué. La grande question, c'est quel est le niveau de vraisemblance de ce qui a été généré. Et c'est là que, pour tous les cas de figure, en termes de synthétique data, se pose la vraie problématique. C'est comment je mesure cette vraisemblance, comment je suis certain que la data qui est générée va être réellement exploitable. C'est un gros sujet pour l'anonymisation, via l'IA. On parle d'avatarisation ou de sosie, et non pas de jumeaux. Grosse différence entre le jumeau numérique, qui doit être exactement comme le terme jumeau, avec le même ADN, et le sosie numérique, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble suffisamment à la data initiale, sans l'être, c'est-à-dire avec un phénomène de non-recaractérisation pour des problématiques d'anonymisation. Donc là, c'est un peu pareil. Quand on fait de l'anonymisation IA, on doit avoir des scores de vraisemblance. Et donc, il existe des tas de manières de mesurer la vraisemblance d'une phrase, qu'elle soit grammaticale, sémantique, avec son écart par rapport au sens de la phrase initiale. Il y a des choses qui s'appellent bleu, rouge, il y a des jactors, des machins. Il y a des tas de modèles, plus ou moins complexes, et ces modèles donnent des tas de scores. Et donc il va falloir décider, prédire quelque part, prédire, IA, peut-être, il va falloir prédire laquelle de ces phrases, ou la trier, juste les trier. Trier les phrases par vraisemblance. C'est-à-dire en fait, par rapport à la phrase initiale, la phrase 2, elle est très proche, elle est bien,
et la phrase qui a été générée 12, elle est à la ramasse. Le système s'est planté. On n'est plus dans la paraphrase. Donc ça veut dire qu'il faut des règles de gestion qui vont dire, ben, si le score du modèle de vraisemblance bleu est inférieur à 0,3 et que le deuxième score est supérieur à 0,5 et que le troisième... Un cauchemar. Et plus on rajoute, parce que c'est la clé, plus on rajoute de capacité de scoring de vraisemblance, eh ben plus la règle de gestion devient ultra compliquée. Parce que si on fait une supervision en disant « oui, la phrase 1, 3, 9, 6, 7, elles sont bonnes », après il faut se taper la matrice des scores et se dire « bon, alors c'est quoi la règle de gestion qui fait que la 4 elle est bonne, mais la 6 elle n'est pas bonne ?» Eh ben, en fait, quand c'est comme ça et qu'on ne sait pas se prendre la tête, enfin quand on se prend la tête avec les règles de gestion, eh ben, on met un modèle. En fait, qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est qu'on a généré une jolie data tabulaire qui sert assez facilement à faire des prédictions. On se moque de la partie langage. On regarde qu'est-ce qui a été tagué, oui, non, ok, ok. Et puis ben, on dit, bah, ouais, cette série de chiffres, c'est ok. Cette série de chiffres, c'est pas ok. Et si on fait ça suffisamment de fois, on se retrouve avec un modèle de prédiction qui nous permet automatiquement de trier la vraisemblance d'une data langage générée automatiquement par une autre IA. Ça va? Ouais. Texte plus data égale mieux. Ouais. J'en ai fini pour les exemples. J'en ai d'autres, mais de toute façon, il faut que je finisse. Du son, des trucs implicites. Ça, c'est assez intéressant. On va remplacer la data par une série de mini-réseaux de neurones et on va travailler sur les poids des réseaux obtenus et plus sur la data d'origine. Ça permet de faire de l'auto-featuring sans rien connaître au métier. Bon, la phrase n'est pas super compliquée, enfin, pas super simple à comprendre, mais voilà. Donc, pour résumer, on est juste là. Si vous avez des questions, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence, parce que là, je ne pensais pas avoir autant de monde que ça à cette heure-là pour démarrer. C'est cool. Et puis, bah, il y a encore 3 minutes de questions. Si vous avez des questions, là, maintenant, bah, je suis dispo. Merci en tout cas. Il y a une question? Ouais. Attends. Vous avez parlé d'un terme technique pour l'association entre une image et un texte, et j'ai pas compris ce que c'était. L'image et un texte. Le fait d'associer les deux pour les modèles multimodèles. Le vite? Non, c'était pas le non, c'est pas le vite. C'était Dali? Non? Vous avez dit? Ah, je me rappelle plus. Entre l'image et le texte? Je me rappelle plus. Désolé. Ouais. Je sais plus. Il y avait d'autres questions? Ah oui. Ah, ouais. Je sais pas s'il y avait deux. Il faudra 2 micros. Ah, il y en a un là? Ouais. Oui, en rajoutant un deuxième modèle, du coup, est-ce qu'on ne multiplie pas les biais du premier sur le deuxième? Alors, oui. Alors, c'est un truc qu'il faut se faire super attention. Je vais retourner là-bas, peut-être. Oui, évidemment. À chaque fois qu'on a un modèle, il y a mécaniquement des biais. Donc, il faut faire gaffe, quelque part, aux problématiques de représentativité et de diversité des classes, quand on a un classifieur. Sur l'exemple des images, il n'y a pas de biais généré, c'est une fonction normale. Donc en fait, il n'y a pas de nouvelle possibilité de biais. Le biais, il est uniquement sur le modèle qui régénère le Grundrisse des radiations. Sur le modèle de paraphrasing, en fait, il n'y a pas de biais possible, c'est un monoclasse oui-non. Donc en fait, la représentativité, alors si, il faut faire gaffe parce que en fait, on n'est pas que des oui ou que des non. Donc ça, c'est limité, mais c'est une super bonne remarque. C'est quelque chose sur lequel il faut faire effectivement attention. Mais dans tous les cas qu'on a eus, les modèles qu'on utilise soit au milieu de pipeline, soit à la fin, comme ça en aide, c'est des petits modèles. Et la clé de la vraie data, elle est avant. Et donc, on ne fait que suivre
le biais potentiel de la data d'origine. À chaud comme ça, je dirais qu'on a assez peu de possibilités de rajouter du biais. Ouais, voilà. D'autres questions? Non? C'est bon? Si? Question? Hop. Est-ce que vous avez pris en compte dans le processus global la rétroaction, c'est-à-dire vérifier que ce que vous avez conclu correspond à ce qui était à l'origine? Ah oui, oui, bah c'est la clé. Il y a de toute façon toujours, il y a toujours le sujet de la vérification à la fin. Et par contre, là où on pourrait dire en termes de rétroaction, c'est le phénomène de rétropropagation quand on fait de l'apprentissage, il n'existe plus vraiment. Il faut, en fait, il faut le refaire artificiellement, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, nous, au stade de tout ce qu'on a fait, c'est plutôt ça marche pas. En fait, on sait pas, on n'a pas eu de cas entre les deux. C'est-à-dire que soit ça marche pas et on abandonne le truc, soit ça marche et puis bah en fait ça marche. Est-ce que la conclusion est aussi rapide que ça? Est-ce qu'il n'y a pas des dérives avec le temps? Ah si, oui. Le sujet du continuous training sur un truc comme ça, c'est très compliqué. Mais enfin, typiquement sur le paraphrasing, c'est un sujet sur lequel on a un gros MLOps. C'est un service, on a packagé, c'est un service. Et il y a un gros MLOps derrière pour aller faire le cycle de continuous training. Et en fait, même on a un peu industrialisé la capacité de rajouter des colonnes de scoring pour voir comment, en fait, le fait de rajouter une colonne va peut-être faire basculer, malheureusement pas dans le bon sens, le modèle de prédiction, ou alors améliorer le modèle de prédiction par rapport, encore une fois, toujours à la vérité terrain initiale, quoi. Sachant que là, on a un très fort besoin de supervision pour accueillir quelqu'un qui tague le fait que oui, cette phrase-là, elle est bien valable, elle n'est pas valable. Et une fois que le système il est stable, en langage, il y a toujours besoin d'une forte supervision. Pour le coup des radiations, en fait, la partie computer vision, encore une fois, c'est quelque chose de très carré, quoi. On transforme l'image, ça marche, et puis voilà, il y a moins de risques. Mais oui, carrément. Et je pensais que vous alliez me poser la question sur le cycle et d'éco-conception du bazar. À titre expérimental, bon, on ne fait pas attention, entre guillemets, mais c'est le sujet. C'est pour ça qu'en fait, on regarde parce que là, intrinsèquement, on rajoute des étapes, on rajoute des modèles, donc on rajoute mécaniquement, en théorie, de la consommation énergétique. Sauf que, en fait, ça fait partie de l'éco-conception globale. C'est pour ça qu'on est allé chercher les sirènes, qui sont nettement plus compliquées à utiliser, quand même encore très expérimentales en termes de résultats, mais en même temps qui fait sauter 3 ou 4 étapes, et donc avec un bénéfice théorique à la fin, en termes d'éco-conception, qui doit être positif par rapport à une... voilà. Et après, c'est toujours la balance, hein, maintenant, c'est entre combien vaut 1% sur l'accuracy, combien on est prêt à payer en termes de consommation d'énergie, sachant que d'une manière générale, on a un thème de frugalité de l'IA chez nous qui est prégnant. Voilà. On fait attention au truc. Ça répond à votre question? Ouais. Ouais. Ça dépend. Complètement. Évidemment, ça dépend du risque. Alors là, c'est le use case qui drive tout à la fin. Hein. C'est-à-dire que quand on est, moi je prends toujours les deux extrêmes. Quand on est sur un détecteur sur du défaut sur un flaconnage à 1 centime, où on peut aller en balancer 10% de plus en recyclage, et un diagnostic d'une maladie grave, c'est pas la même. Hein. On marche pas sur des œufs de la même manière, quoi. C'est certain, c'est certain. Il va justifier beaucoup de choses. C'est clair, on est entièrement en phase. Entièrement en phase. Là, c'est une vision très technique, théorique, quoi, pour juste vous partager ce genre de... Ouais, du coup, vous avez une question aussi? Ouais. Alors moi, c'est au stade 0. À partir de quand on peut dire c'est du domaine de l'IA, il faut passer par l'IA? Ouais, c'est super facile, ça. C'est... super facile. Ma règle, c'est, si vous n'êtes pas capable, si vous prenez la tête à exprimer et à formaliser l'exhaustivité de l'ensemble des règles de gestion qui vous permettent d'arriver au bout du résultat, si vous n'y arrivez pas, alors réfléchissez à l'IA. À l'inverse, il faut plutôt le prendre à l'inverse.
C'est si vous arrivez à faire cet exercice-là, ne surtout pas démarrer quoi que ce soit en IA. Voilà. Un système dit déterministe avec l'abus de langage derrière sémantique que ça représente, sera 1000 fois plus efficace, quoi qu'il arrive, même si ça fait bondir des data scientists, m'en fous, moi je maintiens ce truc. Il faut surtout pas, ça sera de toute façon un nid d'emmerde, entre guillemets, passez-moi l'expression, à vouloir faire de l'IA pour faire de l'IA si vous avez un système déterministe. Ah bah, dans la quasi-totalité, d'ailleurs là vous avez vu les pipelines, hein, c'est plein de règles de gestion à certains endroits, on repart sur l'OpenCV, on a une règle de gestion, on fait du seuillage, il n'y a pas d'IA du tout. Honnêtement, je pense qu'il y a 100% des sujets globaux d'un use case qui sont hybrides. Ça n'existe pas un cas d'utilisation où, paf, hop, il y a un modèle, un seul modèle, ou deux ou trois modèles les uns derrière les autres, qui, abracadabra, répondent à l'intégralité du cas d'utilisation. Non, en fait, on utilise l'IA de manière assez parcellaire, dans un pipeline global, avec plein d'étapes, avec des règles de gestion. Voilà. Merci beaucoup. Bon salon.